Le précédent le plus instructif était celui d'Ali Reza Asghari, le général qui avait disparu sans laisser de traces à Istanbul. Ancien général du CGRI et vice-ministre de la Défense, Asghari avait disparu lors d'un voyage en Turquie en février 2007 et n'avait jamais été revu en Iran. Les sources des services de renseignement et les journalistes d'investigation qui ont suivi l'affaire dans les années qui ont suivi ont largement conclu qu'il avait fait défection vers l'Occident, emportant avec lui des informations qui ont donné à la CIA et au Mossad un aperçu sans précédent de la structure militaire iranienne, de ses relations avec le Hezbollah et de l'architecture opérationnelle de la force Quds. Il n'était pas un personnage secondaire. C'était un homme qui avait un accès direct aux plans les plus sensibles du CGRI. Sa disparition n'a jamais été officiellement expliquée par Téhéran, et son nom n'a plus jamais été officiellement mentionné par Téhéran. Il y avait ensuite Ali Reza Akbari, le vice-ministre qui a été exécuté publiquement à la télévision d'État. Ancien vice-ministre iranien de la Défense ayant la double nationalité iranienne et britannique, Akbari a été condamné pour espionnage au profit des services de renseignement britanniques et israéliens et exécuté en janvier 2023, malgré les protestations diplomatiques soutenues de la Grande-Bretagne et l'attention internationale considérable suscitée par cette affaire. Son cas a confirmé ce que les services de contre-espionnage iraniens craignaient depuis longtemps. Le Mossad ne recrutait pas des informateurs de bas niveau en Iran. Il recrutait des personnes à un niveau stratégique, des personnes ayant accès non pas à des détails opérationnels individuels, mais à l'architecture de l'ensemble du système. Et il était prêt à attendre des années avant que cet accès ne produise des résultats. La division Tsomet du Mossad, chargée du recrutement et de la gestion des agents à l'étranger, avait mis au point au début des années 2020 un cadre spécialement adapté à l'environnement institutionnel iranien. Ce cadre reconnaissait que la défection idéologique était possible, mais rare. 3 voies étaient beaucoup plus courantes. Les incitations financières ciblant les fonctionnaires dont la situation personnelle avait érodé leurs convictions au fil des années de service. L'influence personnelle, exploitant les vulnérabilités familiales ou les compromissions passées. Et la compromission progressive, consistant à amener progressivement un agent à coopérer jusqu'à ce qu'il franchisse le point de non-retour, sans s'en rendre pleinement compte. L'affaire contre Kahani ne correspondait clairement à aucune de ces voies. Aucune difficulté financière documentée. Aucun membre de sa famille connu à l'étranger pouvant servir de moyen de pression. Plus de 4 décennies de convictions apparentes et de service ininterrompu à la République islamique. Ce qui rendait l'affaire à la fois plus alarmante et plus difficile à clore. Car si l'approche venait de Kahani plutôt que du Mossad, s'il avait choisi de prendre contact plutôt que d'être recruté, alors la question n'était pas de savoir comment il avait été retourné, c'était quand, et ce qu'il avait discrètement transmis depuis lors. Un départ précipité remarqué à la porte du complexe, 8 à 15 minutes. L'ensemble des dirigeants militaires iraniens morts dans le bâtiment derrière lui. La question qui préoccupait les survivants de la sécurité d'État iranienne n'était pas de savoir qui avait prévenu Kahani le 28 février. C'était ce qu'il leur avait donné d'autre, et depuis combien de temps. La question que se posaient désormais les survivants de la sécurité d'État iranienne, qu'est-ce que Kahani leur avait donné d'autre et depuis combien de temps, avait une réponse qui primait sur toutes les autres, mais que personne au sein du système ne voulait officiellement envisager. Car si elle était vraie, cela ne faisait pas du 28 février 2026 le plus grand échec des services de renseignement de l'histoire de la République islamique. Cela en faisait le 2e plus grand. Le premier s'était produit 6 ans plus tôt, sur une route à la sortie de l'aéroport de Bagdad. Dans la nuit du 3 janvier 2020, Qassem Soleimani a été tué parce que quelqu'un savait exactement où il se trouverait, pas approximativement, exactement. Pas la région générale, Bagdad, mais le terminal précis, la sortie précise, l'itinéraire précis du convoi, le véhicule précis, à l'heure précise de la nuit où il se déplacerait. Les renseignements qui ont permis cette frappe étaient d'une précision telle qu'il nécessitait soit une surveillance technique extraordinaire sur une longue période, soit des renseignements humains provenant d'une source ayant un accès direct à la planification des déplacements de Soleimani. Les États-Unis disposaient de ces 2 capacités dans la région. Mais la question qui n'a jamais trouvé de réponse complète dans aucun compte-rendu public de l'opération est de savoir laquelle a fourni la confirmation finale et décisive. Esmail Kahani était l'adjoint de Soleimani. Il faisait donc partie du petit nombre de personnes qui avaient une connaissance directe et en temps réel de l'itinéraire de Soleimani dans la nuit du 3 janvier. Les déplacements des hauts responsables de la force Quds, en particulier ceux du commandant lui-même,
n'étaient pas gérés par les voies administratives militaires conventionnelles. Ils étaient pris en charge par une cellule de planification interne restreinte, dont l'accès était délibérément limité au nombre minimum de personnes nécessaires pour exécuter le déplacement en toute sécurité. L'adjoint de Soleimani, en tant que deuxième responsable de la force Quds, aurait fait partie de ce cercle par nécessité opérationnelle. Pas par formalité, par nécessité. Dans les mois qui ont suivi la mort de Soleimani, l'IRGC a mené une enquête interne sur les défaillances des services de renseignement qui ont permis à l'attaque de réussir. Cette enquête a porté sur toutes les personnes ayant eu accès au plan de voyage de Soleimani la nuit en question. Elle s'est penchée sur la surveillance technique, les systèmes de sécurité de l'aéroport de Bagdad, les communications du gouvernement irakien, la collecte de renseignements américains dans toute la région. Elle a envisagé la possibilité que l'itinéraire de Soleimani ait été partagé au-delà de son cercle restreint habituel dans les heures précédant l'attaque. Elle a produit, sans certitude, une série d'explications probables pointant vers la périphérie de l'opération plutôt que vers son centre. Un contact compromis à Bagdad, une interception technique des communications du gouvernement irakien, une source à l'intérieur de l'aéroport. Kahani n'a pas été identifié comme un sujet de préoccupation. Il était le successeur désigné. Il était présent aux funérailles. Il avait été confirmé par Khamenei lui-même en quelques heures. L'enquête s'était penchée sur lui. Il aurait été négligent de ne pas le faire et était passé à autre chose. Cette conclusion semblait désormais différente. Si Kahani avait été en contact avec le Mossad ou la CIA pendant des années avant janvier 2020, si la coopération avait commencé non pas en 2024, mais des années, voire une décennie plus tôt, alors l'examen interne mené après la mort de Soleimani avait examiné une source compromise et n'avait rien trouvé, car la source ne leur avait rien donné à trouver. Il avait passé toute sa carrière au sein de la force Quds à apprendre comment fonctionnent les enquêtes de renseignement. Il savait mieux que quiconque ce que l'enquête allait chercher et ce qu'elle n'allait pas chercher. La division du contre-espionnage du CGRI, qui reconstituait la chronologie à la fin de l'année 2025, ne pouvait pas clore le dossier Soleimani. Elle ne pouvait pas non plus l'ouvrir, pas officiellement, pas sans preuve autre que l'analyse de schémas, pas sans l'autorisation d'un système déjà soumis à une pression énorme depuis les pertes de 2024. Mais la question restait en suspens, en marge de tout ce qu'ils examinaient. Car si la coopération de Kahani avait effectivement commencé avant 2020, si elle s'était poursuivie, discrètement et invisiblement, pendant les dernières années de la vie de Soleimani, alors la frappe militaire américaine la plus importante du XXIe siècle n'avait pas simplement réussi grâce à la supériorité des capacités de renseignement américaines. Elle avait réussi parce qu'un homme qui avait assisté aux funérailles de Soleimani avait pleuré publiquement pour son commandant et avait accepté d'être nommé comme son successeur, travaillait déjà pour l'autre camp. Les implications de cette possibilité n'étaient pas de nature à être absorbées d'un seul coup par le système iranien. Il ne l'a donc pas fait. Au lieu de cela, le système a fait ce que font les services de renseignement lorsqu'ils sont confrontés à une vérité trop importante pour être affrontés directement. Il a documenté ce qu'il pouvait prouver, autorisé la surveillance de ce qu'il ne pouvait pas prouver et attendu. En mars 2026, quelques semaines après l'attaque du 28 février, l'attente était terminée. Le complexe de la rue Pasteur était en ruine, le guide suprême était mort, et Esmail Qani, l'homme qui avait commandé pendant 5 ans la plus puissante unité d'opération extérieure de l'Iran, qui avait passé les 15 années précédentes à construire le réseau de Téhéran de l'Afghanistan au Liban, avait complètement disparu de la scène publique. Aucune déclaration, aucune apparition, aucun signe du rôle institutionnel qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il joue dans la crise de succession qui se déroulait autour de lui. Le silence était total, et dans le système iranien, ce genre de silence n'a qu'une seule signification. Le réseau afghan que Kahani avait mis 15 ans à construire, les relations avec les factions chiites, les canaux financiers, les contacts dans les services de renseignement qui avaient survécu même à l'occupation américaine et au retour au pouvoir des talibans, était désormais privé de direction centrale. Non pas parce qu'il avait été détruit, mais parce que l'homme qui l'avait personnellement construit et maintenu en place n'était plus accessible à personne. Le réseau existait, les relations existaient, mais l'homme qui les comprenait, qui les avait cultivés pendant des décennies, qui savait quel commandant faisait confiance à quel intermédiaire et quel canal était compromis, avait disparu. Détenu par l'organisation qu'il avait servi toute sa vie adulte, il était confronté à un jugement que la République islamique, en 46 ans d'existence, n'avait jamais trouvé le moyen de rendre avec douceur. Les cas d'Asghari et d'Akbari avaient montré à quoi ressemblait ce jugement. Il était rapide, il était inopiné, il se terminait d'une seule manière.
La République islamique ne négocie pas avec les hommes qu'elle estime l'avoir trahi. Elle n'offre pas de réduction de peine en échange d'une coopération. Elle ne tient pas de procès public pour les affaires de renseignement de grande importance qu'elle ne veut pas voir examinées de trop près par le monde. Elle clôt le dossier, discrètement, définitivement. Esmaïl Kahani était-il cet homme? Les 3 évasions impossibles, la surveillance secrète, le départ précipité le 28 février, représentent-ils le parcours d'un agent du Mossad, opérant depuis des années au plus haut niveau du CGRI? Ou simplement la chance extraordinaire d'un général qui a survécu alors que tous ceux qui l'entouraient ont péri? C'est une question qui ne trouvera peut-être jamais de réponse publique définitive. Téhéran n'en donnera pas. Et les services de renseignement des pays qui ont passé 5 ans à démanteler l'axe de la résistance, opération après opération, cible après cible, ne sont pas là pour confirmer leurs sources. Mais dans ces services, dans les salles où ont été prises les décisions opérationnelles de 2024, 2025 et du 28 février, il y a des gens qui connaissent déjà la réponse à la question que Téhéran commence seulement à se poser.